tout le monde, ici Louis de Moments Déterminants Canada. Je vous invite à vous joindre à moi aujourd'hui pour une table ronde virtuelle à propos du prix Nobel au Canada. Très spécifiquement, je veux parler de gens qui auraient pu ou qui auraient dû gagner un prix Nobel. On fait ça aujourd'hui dans le cadre du projet commémoratif Nobel Canada, qui est un espace numérique où on a assemblé plusieurs ressources pédagogiques pour aider les enseignants et les étudiants à apprendre à propos de la vie, la carrière, le parcours de plusieurs, sinon tous, les lauréats canadiens du prix Nobel. On parle de Lester Pearson, on parle de Art McDonald qui a gagné pour la physique, on parle de Gerhard Herzberg qui a gagné pour la chimie, on parle de Frederick Banting, le découvreur de l'insuline, qui a gagné pour la médecine, Alice Munro pour la littérature. On a vraiment tout cet assemblage-là de ressources. Mais la question se pose, est-ce que ces gens-là, dans notre espace Nobel Canada, sont les seuls Canadiens qui étaient méritants d'un prix Nobel? Je crois que naturellement, la réponse qu'on se dit tout le monde ensemble, c'est non. Il y a plusieurs Canadiens qui méritent peut-être qu'on se penche sur leur histoire, qui méritent d'être récompensés pour l'excellence dans leur domaine. Donc ce questionnement-là m'a mené à me tourner vers plusieurs collègues, me tourner vers plusieurs organisations dans le monde de l'éducation, dans le monde de la pédagogie ou du patrimoine, qui pourraient m'aider à trouver une réponse à cette question. Donc je suis allé dans mes courriels, je suis allé dans mon Twitter, partout où j'ai mes adresses, pour aller voir mes collègues dans ce monde de la pédagogie pour leur demander qui, selon vous, aurait pu ou aurait dû gagner un prix Nobel. Donc j'ai eu plusieurs réponses et j'ai demandé à plusieurs personnes de se joindre à moi pour cette table ronde virtuelle pour en discuter. Je dis bien virtuelle parce que, vous remarquez, je suis tout seul, il n'y a personne chez moi, mais j'ai quelques amis dans d'autres organisations qui m'ont envoyé des vidéos dans lesquelles ils eux-mêmes vont faire un petit peu leur cas pour présenter un candidat au prix Nobel. Une première réponse que j'ai reçue m'est venue de la part de Louise à Parlons Sciences. Cette organisation-là, c'est une organisation d'enseignement en sciences qui crée des plans de cours, des ressources pour aider à accompagner les enseignants dans leur processus pédagogique, justement dans les sciences. Donc c'est comme un petit peu Moment Déterminant Canada, mais nous on fait plus histoire de la science, histoire de ci, histoire de ça. Eux c'est plutôt directement dans les sciences. Donc, sachant ça, sans grande surprise, Louise de Parlons Sciences nous présente quelqu'un de scientifique. Elle nous parle d'une physiologue du Manitoba qui, selon elle, était méritante d'un prix Nobel. Allons voir ce qu'elle a à dire. Bonjour, je suis Louise de Parlons Sciences et aujourd'hui je vais vous parler d'Yvonne Brill. Elle est née au Manitoba en 1924. C'était une scientifique canado-américaine spécialisée dans les fusées. Son domaine d'expertise était les systèmes de propulsion par fusée. À l'école, ses professeurs lui ont dit qu'une carrière scientifique était inutile pour une femme. Qu'à la place, elle devrait plutôt ouvrir un magasin en ville. Cependant, les aventures d'Amelia Earhart, qui était la première femme pilote, ont inspiré Yvonne à poursuivre des études en ingénierie. Malheureusement, l'Université du Manitoba a interdit Yvonne Brill d'étudier l'ingénierie parce qu'elle était une femme. À la place, elle a étudié les mathématiques et la chimie et a obtenu son diplôme en étant première de sa classe à seulement 20 ans. Après ses études, elle a déménagé aux États-Unis où elle a trouvé un emploi dans l'ingénierie aérospatiale. Pendant cette période, elle a également pris des cours du soir pour obtenir une maîtrise en chimie. Yvonne était probablement la seule femme à travailler sur des fusées aux États-Unis dans les années 1940. Qu'a-t-elle accompli? Yvonne a travaillé dans plusieurs organisations différentes où elle a apporté des contributions importantes dans le domaine de la physique. Au début de sa carrière, elle a participé à de multiples études pionnières qui ont défini les règles applicables aux entreprises fabriquant des propergoles pour fusées, qui sont en fait similaires au carburant. On compte parmi ses contributions les plus remarquables son travail sur les systèmes de propulsion de Tyros, qui était le premier satellite météorologique, son travail sur l'Explorer 32, le premier satellite en haute atmosphère, son travail aussi avec la NASA sur les missions Apollo, le Mars Observer et la navette spatiale. Pourquoi devrait-elle recevoir un prix Nobel en physique? Nous pensons qu'Yvonne Brill aurait dû recevoir un prix Nobel en physique car elle a apporté des contributions importantes dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Depuis 1983, le résistojets à l'hydrazine a été utilisé sur des centaines de satellites de communication
qui permettent d'envoyer des transmissions radio, télévisées et téléphoniques partout dans le monde. En plus de son travail dans le domaine des fusées, Yvonne Brill a passé toute sa carrière à défendre le rôle des femmes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, que l'on appelle aussi STEAM. Mère de 3 enfants et l'une des seules femmes dans son domaine, Yvonne Brill a dû faire face à de nombreux obstacles dans son parcours professionnel et s'est donné pour mission d'aider d'autres femmes à réussir dans le domaine des STEAM. En fait, jusqu'à son décès, en mars 2013, Madame Brill a rédigé des lettres de recommandation et proposé la candidature d'autres femmes scientifiques pour des prix. Super, donc merci Louise et merci Parlons Science de nous avoir envoyé cette vidéo-là qui était fort intéressante, non seulement par l'apport et la contribution scientifique de Yvonne Brill, mais aussi par le fait qu'au Canada, il y a très peu de femmes qui ont gagné un prix Nobel, et aussi le fait qu'on voit dans l'histoire d'Yvonne Brill les différents obstacles qu'elle a dû dépasser justement en tant que femme dans ce domaine-là. Donc on voit quelqu'un qui est non seulement méritant du point de vue scientifique, mais aussi une inspiration pour plusieurs autres personnes. Donc, très bon choix, très bonne candidate et je soutiens votre candidature. Allons voir ensuite le candidat qui nous est proposé par la Fondation Vimy. La Fondation Vimy, c'est un organisme caritatif qui met en valeur le souvenir, la commémoration et la pédagogie autour de la Première Guerre mondiale. Habituellement, ce qu'ils font, c'est des ressources pédagogiques, des voyages commémoratifs, des monuments, des choses comme ça autour de la guerre. Et justement, c'est quelqu'un qui a été une participante dans un de ces voyages commémoratifs-là en Europe qui va présenter pour eux un candidat. Il présente un médecin qui vient de Terre-Neuve, qui serait nommé justement pour le prix Nobel de la médecine. Donc, allons voir ce que Sarah a à me dire. Ô aurore, lorsque la lumière est due et masque les signes révélateurs d'une société moderne en plein essor, il est facile de s'imaginer la vieille ville de Saint-Jean. Le virage du XXe siècle, l'ère de la découverte et de l'innovation. Dans cet endroit nouveau et palpitant, Clooney McPherson est monté à bord du navire de troupe, sans savoir qu'en moins d'un an, il allait sauver de milliers de vies. Né en mars de 1879, le fils aîné de Emma Dudler et Campbell McPherson s'est avéré d'être un homme bienveillant, ferme dans son désir de guérir des autres. Après avoir reçu une éducation initiale du Methodist College de Saint-Jean, il s'installe à Montréal pour étudier la médecine à l'université McGill, où il obtient son doctorat en 1901. McPherson s'est enrôlé dans le Royal Newfoundland Regiment immédiatement après le début de la Première Guerre mondiale. Quelques mois après son déploiement outre-mer en 1915, il s'est retrouvé face à face avec le diable. Les grands nuages verts de gaz aveuglants et acides qui étranglent tout sur leur passage. Il a vu ses camarades de guerre se tordre de douleur dans les tranchées et les citoyens hurler lorsque le vent a poussé le gaz dans leur maison. Il savait qu'on ne pouvait pas laisser ces horreurs continuer. Travaillant aussi rapidement et précisément que possible, McPherson a construit de nombreux prototypes de masques et s'est gazé lui-même pour voir s'ils fonctionnaient, en inhalant ce qu'il a décrit plus tard comme plus de chlore gazeux que ce qui était confortable dans les poumons. Son prototype le plus abouti, connu sous le nom de Hypo-Hood, essentiellement un sac de tissu imprégné d'une solution anti-chlore avec un film transparent à l'avant, a dépassé les attentes de ses collègues. Lorsqu'il a été mis à l'épreuve, même le soldat qui le portait ne savait pas qu'il s'était été exercé dans une chambre remplie d'un gaz 10 fois plus puissant que celui utilisé à la guerre. La production du premier masque à gaz de l'histoire a commencé tout de suite. Au cours des mois qui suivent, McPherson améliora encore le masque, notamment en remplaçant l'oculaire par 2 pièces en verre et en métal et en ajoutant une valve pour servir d'embout. La solution dans laquelle le masque était plongé a également évolué pour être plus efficace contre un plus grand nombre de gaz toxiques. Ce nouveau masque a été baptisé le masque PH. Tous les masques à gaz modernes proviennent de l'Hypo-Hood de McPherson. Au fil des ans, ces masques ont sauvé des milliers, sinon des millions,
de vie et ont lancé la pratique de l'utilisation de masques pour se protéger contre les maladies respiratoires et des irritants. Et pendant la guerre, c'est l'une des principales inventions qui a fait basculer les victoires des puissances centrales vers les Alliés. Alors pourquoi Macpherson n'a-t-il pas été honoré par la Fondation du prix Nobel pour son travail? Selon leurs propres critères, Macpherson aurait été éligible pour un prix dans le domaine de la médecine et la physiologie. Il était un individu, son invention a certainement eu une influence internationale. Le prix tend à favoriser les découvertes plutôt que les inventions, mais ce seul fait ne l'aurait certainement pas disqualifié. La seule chose qu'il aurait fait? Les prix Nobel ne sont pas attribués pendant les années où la Suède était entourée de conflits. Il n'y a pas eu de lauréat en 1915, bien qu'il y ait eu, à tout le moins, un homme qui le méritait. En revanche, sur la rue historique en Saint-Jean de Gower Street, l'église adorée par Macpherson est toujours debout. Et si on l'aventure à l'intérieur, on découvre un vitrail éthéré illustrant la figure vénérée de Saint Jean, niché dans le sanctuaire qui continue à porter discrètement son nom. Donc, Clooney Macpherson n'a peut-être pas pu marcher dans les couloirs sacrés de l'Institut Karolinska avec d'autres lauréats du prix Nobel, mais il était profondément adoré et inscrit dans la mémoire de sa communauté. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Cela ne signifie pas que l'idée ne serait pas agréable, cependant. Merci Sarah et la Fondation Vimy pour avoir soumis cette candidature. Je crois que Clooney Macpherson, c'est quelqu'un évidemment de méritant, qui aurait pu gagner un prix Nobel, qui nous fait aussi remettre en question qu'est-ce qu'un Canadien, sachant que la Terre-Neuve ne faisait pas partie du Canada avant 1949. Est-ce qu'un lauréat terre-neuvien du prix Nobel serait un lauréat canadien aujourd'hui? Donc, c'est une question à se poser. C'est un candidat méritant. Merci pour cette soumission. La prochaine soumission nous vient de Julie de l'organisme À la découverte de l'univers, un organisme qui crée des ressources pour mieux apprendre et mieux comprendre l'univers, les planètes, les étoiles, etc. On avait travaillé avec Julie justement pour le projet Herzberg 50 qui mettait en valeur le prix Nobel de Gerhard Herzberg de 1971 pour la spectroscopie moléculaire en chimie, mais ce qui s'appliquait beaucoup aussi à l'astronomie. Donc, on avait déjà travaillé avec Julie. C'est avec plaisir qu'on s'est retourné vers elle pour lui poser une question. Est-ce qu'il y a des Canadiens qui auraient pu gagner un prix Nobel selon toi? Donc, allons voir la vidéo que Julie nous a envoyée où elle parle d'un groupe de recherche québécois qui a fait de la recherche et des découvertes dans le domaine des exoplanètes. Allons voir ça. Allô, je m'appelle Julie et je travaille en éducation de l'astronomie pour le programme À la découverte de l'univers. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde de la vulgarisation et de l'éducation en astronomie et il y a plein de belles histoires de scientifiques canadiens qui ont fait des découvertes majeures mais qui n'ont pas toujours été autant reconnus ou qui n'ont pas gagné le prix Nobel mais qui auraient peut-être pu. Puis l'histoire que j'ai envie de vous partager, c'est celle des astronomes, d'une équipe en fait internationale, mais avec les astronomes canadiens en fait du Québec, David Lafrenière, René Doyon et Christian Marois, une équipe de recherche sur les exoplanètes. Donc, ils essaient de trouver des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Et ça, c'est très difficile parce que c'est très très rare qu'on peut les voir directement. Mais justement, ces trois-là ont fait partie de l'équipe qui ont été les premiers à annoncer qu'ils avaient photographié, vu directement, on appelle ça la technique de l'imagerie directe, parce qu'on peut voir les petits points de lumière que sont les exoplanètes. L'annonce a été faite le 13 novembre 2007, et c'est très compliqué justement, parce que pour voir une exoplanète, dans le fond, une planète va tourner autour d'une étoile, et l'étoile émet beaucoup de lumière, elle brille d'elle-même, alors que les exoplanètes vont être beaucoup moins lumineuses. Souvent, celles de notre système solaire, on les voit parce qu'elles vont refléter la lumière du soleil. Parfois, elles vont émettre un peu de lumière plus dans l'infrarouge. Bref, je n'irai pas dans tous les détails, mais c'est très difficile de voir l'exoplanète. Et ce que cette équipe-là avait réussi à faire, c'était de cacher d'une certaine façon la luminosité de l'étoile au centre du système pour pouvoir voir les planètes autour. Et je dis les planètes parce qu'à l'époque, ils avaient découvert, je me souviens bien, 3 planètes autour de cette étoile-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on en a au moins 4 découvertes. Et c'était la première fois qu'on voyait directement le point de lumière qui représente une exoplanète.
Maintenant, des fois, dans les médias, on voit de belles images de planètes proches. On dirait qu'ils sont proches des exoplanètes. Mais en fait, ça, c'est tout des dessins, des simulations, des dessins d'artistes là, qui représentent un peu ce qu'on pourrait voir. Parce que vraiment, quand on voit une exoplanète, ça reste un petit point, un petit pixel lumineux. Mais bref, l'équipe de Christian Marois, René Doyon et David Lafrenière ont été les premiers à réussir cet exploit-là. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que la même journée, deux équipes ont publié une recherche avec des télescopes différents, deux équipes complètement différentes, des télescopes différents. Et les deux équipes annonçaient avoir vu une exoplanète directement. L'équipe avec les trois astronomes canadiens, c'était un système, donc il y avait trois petits points. L'autre équipe, finalement, c'était une étoile, c'était une planète. Et depuis ce temps-là, il semble avoir des doutes un peu, est-ce que c'était vraiment ça ou pas. Mais bref, l'équipe canadienne aurait pu gagner un prix Nobel pour ça, pour avoir été les premiers à photographier directement un système planétaire. Et depuis, ce système-là est observé régulièrement et on voit même le mouvement des planètes autour de leurs étoiles, ce qui est fabuleux. C'est vraiment le premier système et c'est la première fois qu'on voit ça. Et après plusieurs années, donc je vous ai dit c'était en 2007, après plusieurs années, on voit vraiment bien le mouvement des planètes autour de leur étoile. En passant, cette découverte-là leur avait permis de gagner le titre de scientifique de l'année de Radio-Canada en 2008. Alors voilà, une belle découverte par des astronomes canadiens. Et les trois étaient du Québec. Merci Julie et merci à la découverte de l'univers pour cette vidéo. Saviez-vous que si Julie a raison et ce groupe de recherche reçoit un prix Nobel, ça serait les premiers Canadiens français à recevoir un prix Nobel. Donc, on parle de groupes qui sont pas très représentés dans les lauréats canadiens de prix Nobel. Les Canadiens français en sont un. Donc, avec ces trois soumissions-là, on a des exemples d'un médecin, d'un scientifique fuséologue et d'un groupe de recherche en exoplanètes qui aurait pu gagner des prix Nobel. J'aimerais moi-même présenter un candidat dans le domaine de la littérature. On a au Canada déjà une lauréate du prix Nobel de la littérature, Alice Munro. Moi, j'aimerais plutôt présenter Dany Laferrière, qui est un écrivain, qui est un essayiste, qui est un poète, qui est une personnalité publique, quelqu'un que depuis plusieurs décennies, on entend sa voix à la télé, dans les journaux, qu'on lit sa voix dans des livres, dans les poèmes, qui a déjà été reconnu comme un grand écrivain en étant nommé à l'Académie française. C'est seulement la deuxième personne de race noire à être nommée à l'Académie française et c'est le premier Canadien, premier Québécois, premier Haïtien aussi à être nommé dans ce rôle extrêmement prestigieux chez les 40 immortels de la langue française. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà été reconnu. On sait que c'est quelqu'un qui est excellent. On sait que c'est quelqu'un que ses livres sont traduits dans plusieurs langues. Ses livres sont connus non seulement au Canada, non seulement à Haïti, mais ailleurs. C'est quelqu'un qui a écrit un des livres qui ont un impact, qui démontre beaucoup la vie et l'expérience d'un immigrant, qui est une réalité très importante à comprendre, qui est une réalité qui est mondiale, quelque chose les gens vivent cette expérience-là partout dans le monde, donc il y a une universalité à son œuvre. C'est une personnalité publique qui est importante, qui a son mot à dire sur plusieurs choses et qui n'a pas peur de le dire, qui a été très présent durant ou après, surtout, le tremblement de terre à Haïti en 2010, qui a apporté beaucoup d'attention à ça. Donc, c'est quelqu'un qui est important non seulement pour sa littérature, malgré le fait qu'il est très important pour sa littérature, ses livres qui sont absolument uniques, son style qui est aucunement comme un autre, pas nulle part au monde, mais aussi qui est connu pour son impact dans la société, donc quelqu'un qui n'a pas peur justement de se mettre dans le milieu d'un débat. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui mérite d'être représenté. Je pense aussi que quand on regarde le pool de lauréats canadiens du prix Nobel, il y a beaucoup d'hommes blancs, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a aucune personne de race noire, il n'y a aucune personne de minorité visible, il n'y a aucun autochtone. Donc, je crois qu'il y a plusieurs personnes qu'on pourrait recommander qui sont tout aussi méritants que d'autres, sans vouloir faire des vidéos pour présenter 10, 15 personnes. On pourrait facilement, et on l'a fait dans la version anglophone de la vidéo, nominer Cindy Blackstock, la docteure Cindy Blackstock, pour le prix Nobel de la paix, pour son travail auprès des enfants autochtones, pour son travail auprès de la communauté de vérité et réconciliation. On pourrait aussi penser à plusieurs personnes de race asiatique comme David Suzuki, plusieurs personnes de différentes origines, beaucoup plus de femmes qui pourraient recevoir ce prix prestigieux. Donc, je vous invite, tous ceux qui ont regardé cette vidéo, tous ceux qui peut-être le regardent en classe, qui le regardent avec leurs étudiants, qui le regardent dans n'importe quel contexte, de se poser la question,
Quel Canadien aurait pu gagner le prix Nobel? Est-ce que les Canadiens qui ont gagné le prix Nobel étaient les seuls qui le méritaient? Qu'est-ce qui fait un prix Nobel, justement? Qu'est-ce qui rend quelqu'un méritant de ce prix-là? C'est sûr que la Fondation Nobel a ses critères. Une organisation, par exemple, ne peut pas gagner un prix Nobel sauf le prix Nobel de la paix, mais on a fait le cas, on a proposé le candidat dans la version anglophone. La Fondation Terry Fox qui a levé des centaines de millions de dollars, qui a inspiré plein de personnes pour la recherche justement pour le cancer. Est-ce que cette fondation-là aurait pu gagner le prix Nobel de la médecine? Donc, selon les règlements, non. Mais est-ce que cette fondation le mérite? Cela est une autre question. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là. Qui mérite un prix Nobel et est-ce que les règlements devraient changer? Est-ce que d'autres Canadiens méritent de gagner des prix Nobel et si oui, qui? Donc, je vous invite à interagir avec les vidéos dans les commentaires, etc. Et surtout de discuter de ceci avec vos collègues de classe, avec votre famille et n'importe qui. Donc, je vous remercie de vous être joints à nous pour cette table ronde numérique, ou cette table ronde virtuelle plutôt. Et je vous encourage à participer vous-même à la discussion dans l'espace numérique et à continuer à en parler. Je vous invite aussi à visiter le site web de Moments Déterminants Canada pour voir les ressources pédagogiques qu'on a créées, cartes narratives, vidéos, entrevues, podcasts à propos des lauréats du prix Nobel qui l'ont déjà eu, pour vous instruire justement pour savoir qu'est-ce qui est un prix Nobel, qui l'a déjà gagné et un petit peu c'est quoi le parcours de vie de lauréat de ce prix-là. Donc merci et à la prochaine.